Allez, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présentes nombreux et nombreuses pour cette table ronde dédiée à l'IA générative. On va y revenir dans quelques secondes, mais c'est vrai que ce terme d'IA générative, entre les ChatGPT, les DALL-E, les Midjourney, l'émergence rapide de ce terme, de cette terminologie, comme on l'a connu d'autres, mais avec un sentiment peut-être inédit. Je l'entendais tout à l'heure de la bouche d'un cadre dirigeant du ministère de l'Éducation nationale, d'un tsunami qui est arrivé en une année sur l'école, sur l'éducation nationale, avec des conséquences plus ou moins réelles, plus ou moins fantasmées. Je ne sais pas, on va en discuter ensemble. En tout cas, en 2022-2023, une euphorie et en même temps qu'un vent de panique, peut-être dans notre société. À l'école, le ministère, je viens de le dire, est très mobilisé, très préoccupé par ces sujets. On parlait tout à l'heure de I40, peut-être que vous aurez envie d'y revenir. Donc le ministère s'en saisit, les entreprises de la tech, du scolaire au supérieur, s'approprient de nouveaux savoirs, ces nouveaux savoirs dans des temps records. Les enseignants, les ingénieurs pédagogiques cherchent à mesurer leurs conséquences, nouveaux usages, nouveaux métiers. Et puis beaucoup, on l'a vu y compris par voie de presse, s'inquiètent des conséquences des usages incontrôlés, aussi bien pour l'acquisition des savoirs que pour notre souveraineté nationale. Certains voient même, dans l'arrivée de ces nouveaux outils, le spectre du remplacement des enseignants par l'intelligence artificielle, avec tous les risques de manipulation associés. L'objectif précisément de cette table ronde, co-construite avec l'INRIA, c'est de convoquer les savoirs, la pluralité des savoirs, dans l'objectif de sortir des fantasmes, d'asseoir des savoirs, peut-être aussi des questionnements partagés, et d'apporter modestement des réponses à certaines questions. Par exemple, comment fonctionne l'IA générative, de quoi on parle, quels sont les enjeux éthiques qui y sont liés, comment va-t-elle transformer l'école et les pratiques enseignantes, quelles nouvelles alliances penser entre la recherche et l'école, quelles politiques publiques construire autour de ces enjeux, et j'ai envie de dire aussi toutes les questions que dans la salle vous vous posez, puisque vous êtes nombreux, je le disais, et vous disposez d'un outil qui vous permet de réagir et de poser vos propres questions. Donc ce n'est pas seulement les miennes qui comptent, en l'occurrence. On a 1h30 devant nous et on va la prendre pour évoquer le sujet avec 3 intervenants de qualité que je vous présente immédiatement si décidément ma présentation veut être avec moi aujourd'hui. Nicolas Roussel, je commence par vous puisque vous êtes le représentant de l'INRIA ici avec nous. Vous êtes chercheur en sciences informatiques. Vous êtes aussi directeur scientifique du programme éducation et numérique à l'INRIA. Bonjour Nicolas. Sophie Penn, vous êtes professeure émérite des universités, de l'université Paris-Cité. Vous êtes responsable du débat national sur l'IA dans l'enseignement supérieur. Vous êtes aussi une ancienne vice-présidente du CENUM. Ça fait longtemps que vous vous intéressez au sujet numérique éducation. Et Margarida Romero, vous êtes professeure des universités à l'Université de Côte d'Azur. Vous êtes aussi responsable national du groupe de travail SCOL-IA, qui est un des groupes de travail du ministère de l'Éducation nationale, consacré justement à ces questions IA et éducation. Bonjour à tous les 3. Peut-être première question, je le disais, en réalité ça faisait quand même quelques années que le sujet de l'intelligence artificielle était posé sur la table, qu'il envahissait les arguments commerciaux des entreprises de la tech. Dès qu'on avait un algorithme, on avait de l'intelligence artificielle, notamment pour l'individualisation des apprentissages. Mais en 2023, on a connu, je le disais, un vrai tsunami et de la terminologie et des polémiques qui y sont associées. Alors, déjà, on pourrait peut-être commencer par ça. De quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle? De quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle générative? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas? Nicolas Roussel, vous voulez commencer? Oui. Alors déjà, dans ce qu'a dit Antonin en introduction, il a donné plusieurs mots sur lesquels je vous encourage à mettre +1 dans l'outil. J'ai bien aimé tsunami, dont on pourrait reparler. J'ai bien aimé remplacement et j'ai bien aimé pluralité des savoirs. C'était l'histoire de vous inciter à utiliser l'outil. Alors sur qu'est-ce que l'IA? Donc
Et qu'est-ce que l'IA générative? Donc ça fait 60 ans, hein, une soixantaine d'années qu'on parle d'intelligence artificielle. Le terme, il a été utilisé la première fois en 1956. Il est sorti d'un groupe de chercheurs, essentiellement masculins d'ailleurs, et nord-américains. Et donc, à l'origine, l'intelligence artificielle, c'est un programme de recherche fondé sur un objectif ambitieux qui vise à comprendre la cognition humaine et à la reproduire dans des machines. Et donc, la cognition humaine, c'est tout un tas de processus qui font appel à la mémoire, à la capacité de raisonnement, donc à tout un tas de choses qu'on fait quotidiennement. Et assez rapidement, il y a eu plusieurs approches qui ont été développées en parallèle. Donc, des approches qui visaient à reproduire le fonctionnement du cerveau humain d'un point de vue biologique, et puis d'autres approches qui visaient plutôt à reproduire les effets de nos processus cognitifs, donc pas trop s'intéresser à comment on est fabriqué nous-mêmes, mais plutôt à reproduire quelque chose dont les résultats sont similaires à ce que nous, on est capable de produire. Donc ça, c'est sur l'intelligence artificielle, et donc à l'origine, c'est un programme de recherche. Aujourd'hui, quand on utilise le terme intelligence artificielle, la plupart du temps, les gens ne font pas référence à la recherche. C'est un peu triste pour nous, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, si on se promène sur le salon et qu'on parle d'intelligence artificielle, essentiellement, on parle de tout un tas de technologies qui ont été mises au point au fil des 60 ans, là, et qui permettent à des machines de faire différentes choses, donc de détecter des choses dans des vidéos, dans des images, dans des textes, des choses comme ça, de catégoriser, de reconnaître, de décrire, d'évaluer. Donc j'ai ma petite liste, hein, de comprendre, raisonner, explorer, prédire, décider, prescrire. Donc des choses qui sont avec des niveaux de plus en plus sophistiqués de cognition, on va dire. Alors, c'est une chose de détecter mettons un chat dans une image, c'est autre chose de décider ce qu'il faut faire pour agir sur les commandes d'un véhicule autonome sur une autoroute. D'accord ? Donc il y a différents niveaux de complexité de processus. Et aujourd'hui, on a des technologies qui savent faire des choses sur à peu près toute cette gamme. Et un point important, c'est qu'ils savent le faire avec des performances que jusqu'ici on pensait inatteignables. Et c'est un peu ça la surprise régulière sur l'IA, c'est que donc régulièrement apparaissent des nouvelles technologies ou des combinaisons de technologies dont certaines relèvent de l'IA et d'autres pas, et qui font que, par exemple, à une époque, on pensait que ce ne serait pas possible de gagner aux échecs, et puis une machine a battu un humain aux échecs, et puis après on a dit non, mais la prochaine étape c'est le Go c'est vraiment très compliqué, et puis une machine a battu un humain au Go, et puis de fil en aiguille, on arrive à des systèmes qui font des choses de plus en plus complexes. Et en fait, définir l'IA, je vais venir aux IA génératives à un moment donné, mais définir l'IA, c'est toujours un peu risqué comme exercice, parce qu'il y a toujours des très spécialistes qui vont dire non, ça c'est pas de l'IA. Donc moi je suis pas spécialiste en IA, hein, je suis informaticien, je suis chercheur en sciences informatiques effectivement. Par contre, je suis pas un vrai spécialiste d'IA, et donc j'ai tendance à dire l'IA, c'est tout ce que vous voyez fait par une machine et où vous ne savez pas comment la machine le fait. Et la particularité de cette définition, c'est qu'elle est du coup variable suivant les individus. Donc il y a des choses que vous allez considérer comme de l'IA, et moi non, parce que en tant qu'informaticien, je comprends peut-être plus de choses que vous, et des choses que moi je vais considérer comme de l'IA, et puis qu'un super spécialiste d'IA me dira mais non, mais ça c'est pas de l'IA, c'est un truc classique, je sais pas quoi, d'accord. Et donc pourquoi cette définition ? Parce qu'au final, l'IA, c'est du numérique. Le numérique, c'est des sciences, des technologies, mais aussi des objets et services, des usages, des cultures, des fantasmes, des imaginaires. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas discuter des implications de tout ce qui se passe en même temps, en ce moment. Et donc les IA génératives, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une catégorie de systèmes informatiques qui utilisent des technologies d'IA, donc celles dont je vous ai parlé juste avant, pour produire des contenus, pour créer des choses, donc d'où le nom génératif. Alors là aussi, des gens pourraient dire, mais ça fait longtemps qu'on sait faire des systèmes informatiques qui créent des choses. Par exemple, dans le monde du cinéma, des effets spéciaux, des jeux vidéo, ça fait longtemps qu'on faisait ce qu'on appelait des textures procédurales, par exemple. Donc des choses qui permettent de décrire une apparence visuelle par programme. Mais ce qui a changé là avec les technologies d'IA, c'est que d'une part, la description de ce qu'on veut obtenir est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'il suffit de taper « je voudrais une image du pape en doudoune » pour que l'image du pape en doudoune apparaisse. Là où ce serait beaucoup plus compliqué d'écrire le programme qui génère l'image du pape en doudoune.
Donc il y a ça, et puis il y a la richesse et la qualité de ce qu'on est capable de produire. Et là, il y a eu une accélération de la richesse et de la qualité de ce qu'on est capable de produire, et c'est quelque chose qui saute aux yeux, c'est le cas de le dire, dans tout ce qui est génération d'images et de vidéos. Il y a quelques années, ça générait des images qui étaient assez floues et dans lesquelles, avec un peu d'imagination, on voyait les objets qu'on avait décrits. Aujourd'hui, on arrive à générer des images photoréalistes à partir de texte. Donc ça, c'est l'IA générative, celle dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais peut-être un dernier commentaire, c'est que j'ai dit tout à l'heure, l'IA c'est du numérique, donc en vrai c'est des données, des algorithmes, du code, des ordinateurs, enfin des moyens de calcul. Et l'IA, ou l'IA générative, c'est une des dernières vagues du numérique. Et le numérique, c'est quelque chose qui doit être pris dans son ensemble. Donc, on a eu les écrans tactiles à un moment donné, on en a beaucoup parlé, ça a changé plein de trucs. On a eu les réseaux sans fil, avant d'ailleurs. On a eu les dispositifs portables, ça fait 50 ans qu'on nous dit que dans 5 ans, c'est l'essor de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Donc il y a des vagues comme ça. Et là, la vague IA générative est très forte parce que c'est une de celles où on sent qu'il y a un potentiel de transformation important de tout un tas de choses. Merci beaucoup Nicolas pour ce première tentative de définition générale. Margarita, peut-être, je te voyais hocher la tête. Est-ce que cette définition te semble complète? Est-ce que tu souhaiterais ajouter des choses? Il n'y a rien à faire sur le micro. Ah, ok. Parler dedans, le mettre un petit peu sur le menton, ouais. Et c'est bon. Oui, donc, oui, merci. Mets-le sur ton menton, comme ça. Je viendrai... Là oui, je ne viendrai pas venir sur la définition parce que déjà, au fait, quand on parle d'intelligence, sans les rajouter l'aspect artificiel, ça pose débat. Moi, je viens des sciences de l'éducation, donc on s'intéresse au processus d'apprentissage. C'est peut-être ton téléphone, je ne sais pas. Les processus d'apprentissage et d'enseignement. Et donc, qu'est-ce qui a été considéré intelligent au cours On a une idée, là, côté son, ce qui peut se passer? Changer de micro? On essaye un autre micro. Allô? Vas-y. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, juste les termes intelligence, c'est un élément qu'en sciences de l'éducation, ça pose question. Quand il n'y avait pas des capacités de computation, quelqu'un qui était capable de faire des calculs complexes était considéré quelqu'un de très intelligent. Quand on a maintenant des outils et la capacité de soutenir des processus des cognitions humaines avec du numérique, ça devient, en fait, l'intelligence bien être placée sur cette capacité plus à résoudre des problèmes dans des situations ambiguës où il manque beaucoup d'éléments pour prendre des décisions. Donc même juste les termes intelligence en lui-même pose une considération de ce que nous, en tant qu'humains, on considère comme étant important. Et donc, ça revient, je pense, c'est pour ça qu'en éducation, même si on n'est pas des spécialistes d'IA, c'est quand même aux enseignants et c'est quand même aux acteurs éducatifs de réfléchir sur ce qui est intéressant, parce que c'est en tant que société qu'on doit décider qu'est-ce qui est important que les élèves et les citoyens soient capables de faire et qu'est-ce qu'on laisse automatiser et quels sont les processus que même si on peut automatiser, on va continuer d'apprendre sans soutien numérique. Par exemple, ce n'est pas parce qu'il y a des calculatrices qu'on n'apprend pas certains processus et des algorithmes en mathématiques. Et ça va être la même chose avec des outils de plus en plus performants qui peuvent venir soutenir des activités. Il va falloir se poser la question, et ça, c'est les enseignants, au bout de compte, qui doivent avoir la capacité de comprendre où c'est intéressant, où ce n'est pas intéressant, de quelle manière on régule les usages, pour décider qu'est-ce qu'on décide de soutenir et qu'est-ce qu'on décide de continuer à travailler d'une manière analogique ou avec un soutien numérique qui ne soit pas un remplacement. Et juste une petite bonne nouvelle pour ceux qui auraient cette fantasme du remplacement, il y a les différentes études et des sites aussi qui calculent les degrés d'automatisation probables des différents métiers.
Et les métiers de l'enseignement sont parmi ceux qui sont les moins automatisables. Si vous êtes enseignant, vous comprenez pourquoi. Modéliser tout ce qu'un enseignant fait dans la classe serait presque impossible. Et aujourd'hui, des systèmes qui arrivent à soutenir des apprentissages sont focalisés sur des tâches très spécifiques. Donc, on a encore voilà, en fait, on est vraiment très, très, très loin d'être capable de modéliser et de soutenir par des outils, des activités qui sont faites par les enseignants. Je reviens quand même sur ma première question, peut-être du coup pour Sophie, mais parce que c'est pas sympa, là tu réponds à la deuxième question avant même que je l'ai posée. Mais même on nous y invite d'ailleurs. On disait l'IA c'est pas seulement quelque chose de la super machine, bien qu'on pourrait poser des questions aussi sur la super machine et le besoin de supercalculateurs pour aller générer de l'intelligence artificielle. On avait en ouverture un travail collectif sur les enjeux environnementaux du numérique, par exemple. On nous invite à parler là du travail qu'il y a derrière l'IA, et notamment du travail invisibilisé, en disant l'IA c'est derrière le mirage, les taskers et le micro-travail invisibilisé. C'est aussi ça l'IA. Je vous fais réagir. Mais vas-y Sophie, tu peux... Ouais. Nicolas puis Sophie, vas-y. Oui, alors pour expliquer un peu pourquoi probablement la personne dit ça. Donc les IA génératifs sont créés à partir de ce qu'on appelle des grands modèles de langage. Généralement, c'est ça. Et donc un grand modèle de langage, c'est quelque chose qui encode des régularités statistiques observées dans des grandes quantités de données. Donc typiquement, pour arriver à produire un outil comme ChatGPT, on prend des milliards de documents, là où on peut, et on les indexe, et on regarde à quelle fréquence tel mot suit tel autre mot, ou telle phrase suit telle autre phrase, etc. Et donc ça permet... C'est ça, en fait, qui aide le système ensuite à prédire quels sont les mots qui vont suivre une série de mots qu'on lui donne en amont. Et comme de temps en temps, le système est capable de générer des choses qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, derrière, on peut aussi mettre une deuxième couche qui vient s'ajouter à la première phase d'entraînement pour faire corriger, enfin pas corriger, pour faire évaluer par des humains la qualité de ce qui est produit par le système et améliorer ensuite ses sorties. Donc par exemple, donc une question que j'avais posée à ChatGPT il y a presque un an, qui m'avait été suggérée par un collègue, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour ramasser des œufs de vache. Et j'avais eu une super belle explication de comment on peut ramasser des œufs de vache. Et après, j'avais demandé comment on pouvait différencier des œufs de vache d'œufs de poule, et j'avais eu une super belle explication de comment on peut différencier les deux. Et alors aussi, aujourd'hui, si je repose la même question, j'ai plus les mêmes réponses. Alors ça peut être lié à différentes choses. Ça peut être lié d'abord au fait que la façon dont fonctionne l'IA en question, le système génératif en question, n'est pas, on dirait, déterministe chez nous. C'est-à-dire, si je lui pose plusieurs fois la même question, j'aurai pas forcément la même réponse. Et ça peut être intéressant, parce que si je lui demande de générer une poésie, il ne va pas me générer 3 fois la même poésie. Ça peut être des fois embêtant, parce que si je lui pose 3 fois la même question et que je n'ai pas toujours la même réponse, il y a des fois où ça peut être embêtant. Donc le fait qu'il ne me réponde pas la même chose aujourd'hui qu'il y a presque un an, ça peut être ça. Ça peut être aussi qu'on a corrigé le système pour qu'il arrête de dire des bêtises sur les œufs de vache. Et comment on corrige ça ? C'est encore une fois, la plupart du temps, des humains qui vont derrière dire attention, cette réponse-là, elle n'est pas bonne, il vaudrait mieux répondre plutôt dans cette direction, etc. Et donc effectivement, dans beaucoup de systèmes qu'on utilise, génératifs ou pas d'ailleurs, il y a derrière beaucoup d'humains qui ont fait des tâches parfois ingrates, des tâches de labellisation. Donc on me donne plein d'images et je dois les décrire, on me donne des vidéos, je dois les décrire, on me donne des textes, je dois les résumer. Et souvent, c'est des gens qui sont payés pas très cher la tâche pour faire ce genre de choses. Sophie. Oui, c'est le sujet qui a été soulevé par le sociologue Antonio Casilli et puis Dominique Cardon, le travail des Mechanical Turkers autour d'Amazon, qui a rappelé que plus on a de l'automatisation, plus on a du travail humain. Après, il y a le travail des micro-tâches, mais on peut aussi prendre la position inverse. Et par exemple, Luc Julia dit volontiers dans une conférence qu'il a fait souvent sur le mode l'intelligence artificielle n'existe pas. Il dit aussi que c'est un simple marteau
tôt et que ça ne va jamais enlever la compétence de chef d'orchestre de l'humain la compétence n'étant pas une suppression du travail humain, mais au contraire une montée en compétence qui fait que l'humain qui s'en tire, en quelque sorte, c'est celui qui sait rédiger les bonnes requêtes, évaluer les résultats, mesurer la variabilité des réponses et leur instabilité, se débrouiller dans les biais, les hallucinations et les émergences voilà, donc une surcompétence humaine à l'inverse qui vient aussi symétriquement répondre à cette question des micro-tâches. Alors, sur la question, je vais essayer comme ça, comme je parle la troisième sur ces questions, je vais en profiter pour regarder les angles, les éléments de tes nombreuses questions qui n'ont pas été forcément traitées au début. Alors, tsunami, Nicolas disait qu'il aimait bien cette question. Ça a été un tsunami parce que l'année dernière, on en a parlé énormément au rythme des versions successives qui sortaient de ChatGPT, sans forcément prendre la mesure de la variété des outils et des plugins qui se répandaient effectivement très vite. Tsunami aussi parce qu'on a vu l'augmentation très rapide des données qui étaient traitées, qui étaient concernées. Tsunami peut-être aussi écologique puisque une machine de type Deep Blue, c'est l'équivalent de 2000 ordinateurs et je crois je sais plus, 400 kilowatts, non c'est, oui 400 kilowatts contre 20 watts pour un cerveau humain par exemple aussi. Et puis peut-être aussi tsunami au sens où Spotify, par exemple Twitter, met je crois 24 mois à avoir 1 million d'usagers. Et ChatGPT met, je crois, 2 jours ou quelque chose comme ça. Donc il y a eu aussi tsunami parce que c'est peut-être la première fois qu'il y a un outil qui se répand aussi vite et en donnant directement à des usagers, y compris à des usagers enfants, à des élèves, des moyens qui sont finalement des sortes de parodies de la situation d'enseignement. C'est-à-dire qu'un enfant ou un professeur d'ailleurs peut éditer une consigne, une question, une requête, et puis avoir automatiquement non pas une réponse de moteur de recherche ou une réponse type Wikipédia, mais un texte tout fait en fonction d'une consigne, d'un format, d'une longueur, d'un style de texte, d'une tonalité, d'une cible, etc. Donc c'est quand même quelque chose aussi qui, pour nos métiers d'enseignement, est spécialement secouant, puisqu'on a une espèce d'auteur invisible, possiblement, qui n'est pas un plagiaire parce qu'on ne peut pas identifier une source, qui n'est pas non plus un faussaire, un tricheur, parce que finalement c'est un assistant pédagogique, en quelque sorte, qui pourrait, dans d'autres cas, ça peut être un père, une grand-mère, etc. Puis là, c'est une machine, et qui répond tout de suite, même quand on n'est pas là. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement déstabilisant pour les individus professeurs, et puis aussi, on l'a vu pour les institutions, puisque tsunami peut-être aussi au niveau symbolique, puisqu'il y a eu des affolements l'année dernière qui ont l'air un peu retombés aujourd'hui, du style, est-ce qu'on l'interdit ? Qu'est-ce que vont devenir nos systèmes d'évaluation, d'examen, de certification? Mais je suis peut-être en train de manger la deuxième question d'Antonin. Et puis... et donc ça, c'est effectivement des choses qui sont un tsunami au sens où peut-être que, ou peut-être pas, c'est peut-être le sujet de notre débat, qu'on va se trouver obligé, une fois de plus, mais les alertes ont été nombreuses et les transformations pas si nombreuses que ça, mais de s'inquiéter de changement de posture dans la pédagogie, hein, puisque peut-être qu'on ne va plus pouvoir évaluer les mêmes choses, puisqu'on s'intéressait beaucoup aux résultats rédactionnels, hein, les évaluations qu'on faisait, on attendait des résultats rédactionnels. Peut-être que là, on va revenir à des approches plus oralisées, par exemple, ou qu'on va demander des comptes, on va demander à nos élèves plutôt de nous dire quels outils ils ont utilisés, ce qu'on faisait déjà d'ailleurs quand on leur demande des bibliographies, des sites documentaires. Voilà, on va peut-être avoir aussi toutes sortes de nouvelles choses qui vont peut-être accélérer certaines transformations et demander aussi de la restauration, de climat de confiance, de contrats pédagogiques pour raconter un peu la face obscure du travail enfantin où on explique. Et tsunami peut-être aussi pour nos collègues chercheurs en IA, en éducation. Je me souviens que Vanda Luango, il y a quelques
temps, disait qu'elle était dans une situation un peu déroutante parce que depuis des années, elle travaillait sur les sujets d'IA éducation dans des perspectives d'adaptive learning, et puis que tout d'un coup arrivaient des outils un peu ni fait ni à faire, mais qui pouvaient sembler se substituer au travail très méthodique qui était fait depuis des années sur l'analyse des erreurs, l'analyse de l'engagement des élèves, etc. Donc aussi des espèces d'accélérateurs un peu perturbants à la fois dans les systèmes de recherche, dans les systèmes d'éducation, dans les systèmes institutionnels. Très bien, alors si je continue un petit peu ce fil là qui commence à être tiré de ce qu'est l'IA à ce qu'elle amène à l'école, ou dans les salles de classe, jusque dans les salles de classe, de votre point de vue, qu'est-ce que doit permettre cette émergence de l'intelligence artificielle pour l'école? Qu'est-ce qu'elle entraîne comme réponse? Il y a des éléments qui ont été posés par la salle en termes d'accompagnement de formation des enseignants. Il y a une réflexion sur le plagiat qui est proposée aussi. On nous dit que peut-être l'IA, je cite une des propositions, signifie un enseignant par élève. Comment vous voulez réagir à ça? Pas spécialement cette dernière proposition, hein, mais cette question globale de l'IA pour l'éducation, pour l'école. Donc, au niveau de la formation des enseignants, nous, on s'est dit, en fait, ça vient à être les mêmes défis que dans d'autres outils numériques. Donc, la question, c'est l'usage, ce n'est pas l'outil. Donc, avec n'importe quel outil, on peut faire différents types d'usages. Et donc, pour l'IA, il y a ces systèmes-là qui ont été faits par modélisation des tâches, qui permettent de voilà, faire des systèmes adaptatifs sur des tâches très spécifiques. Donc, ça, c'est tout un ensemble de corpus de recherche qui a été développé. C'est très coûteux, ça demande beaucoup de temps de modélisation d'une tâche, de modélisation des erreurs, de la modélisation du feedback, des types d'adaptations qui peuvent être proposés, etc. Mais après, il y a tout un ensemble d'éléments, c'est comment on peut engager les élèves également à co-créer avec les numériques. Et donc, cette réflexion qui s'est portée déjà sur d'autres outils numériques, donc avec les approches maker et tous les affordances qu'ils se permettent de développer, c'est également une réflexion qui se pose au moment de penser à ces outils d'IA générative ou d'autres types de systèmes, qui est celle de l'enseignant, quel type d'activité peut-il développer pour faire réfléchir aux élèves et pour faire co-créer avec les élèves dans une approche d'intelligence hybride dans laquelle on ne se substitue pas, justement on utilise et on réfléchit. Donc, un exemple de ça, donc, on a mené avec les collègues de Terra Numérica, il y a ici avec nous Brigitte Trousse, des ateliers avec des enseignants de différentes disciplines. Et donc, un des exemples d'activités qu'ils ont créées, c'est une histoire des enseignants qui ont dit, au fait, on va faire générer des images de la préhistoire à des élèves et ensuite, on va leur faire comparer pour analyser si ces images elles contiennent des erreurs historiques ou pas. Mais comment peut-on savoir si ces images contiennent des erreurs historiques? Il faut avoir une expertise sur cette connaissance disciplinaire. Et donc, par ce biais de ce type d'activité, on est en train de montrer, qu'il faut de la pensée critique par rapport à ce qui est généré avec ce type d'outils, mais deux, qu'il faut une expertise disciplinaire pour être capable de juger de la qualité de ces productions. Et donc, je pense que c'est une des pistes, ou en tout cas une des pistes que nous, on est en train d'aborder, c'est comment on peut définir et designer, concevoir des activités avec des enseignants dans lesquelles l'enseignant est en tout moment maître de la situation et expert disciplinaire dans son domaine, et à la fois qu'il avance également des objectifs disciplinaires, il est en train de faire une éducation aux médias, une acculturation à l'IA et à ce type de système pour lui montrer également comment analyser critiquement les productions qui sont générées avec ce type de système. Donc ça, c'est un type d'activité dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'investissement. Il faut surtout du temps de cerveau enseignant. Et ça, je pense, ça reste le plus important en éducation.
Sophie, alors peut-être tu avais dans le débat avec, sur l'intelligence artificielle énormément de choses qui ressortaient sur ces questions de la place, du rôle des enseignants, de la manière de mobiliser l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Oui, parce que si on regarde les étapes de l'introduction du numérique éducatif, on a tout de même beaucoup demandé aux professeurs de mettre leurs cours en ligne, d'utiliser des ENT, de numériser leurs cours. Et puis, on n'a jamais trop su quel changement profond de pratique d'apprentissage ça entraînait. On a fait des mesures, on ne sait jamais trop où on en est. En tout cas, on a fait beaucoup d'efforts qui étaient des efforts, disons, très collectifs. Il y avait des profs qui sont early adopters, très inventifs, qui ont produit même des manuels, qui ont produit énormément de choses, puis qui parfois se sont trouvés un peu tout seuls sur le banc. Puis il y a eu des reprises en main de l'institution, des expérimentations, des préconisations, etc. Puis on ne sait pas trop ce que tout ça a produit. Et puis tout d'un coup, arrive une gamme d'outils qui remet un certain bazar, puisque au moment même où, par exemple, la direction du numérique éducatif reprend des options assez fortes autour du logiciel libre, d'outils open source, où INRIA propose une architecture logicielle sur avec Candice, avec Capital, tout d'un coup, on voit des outils à la main comme ça des enfants, des élèves ou des familles, outils fermés, outils privés, on ne sait rien des bases sur lesquelles les LLM sont entraînés. On a la fameuse histoire de taille en 2016 qui est fermée, je crois, qui est débranchée en quelques heures parce que l'ingénieur qui l'avait programmé avait pris une base de mots qui venait, la première partie d'une base de données, je crois, qui était Alabama 1950, donc qui était très racisante, et où il y avait un très mauvais réglage de la typologie de discours qui était trop orienté interaction vive sur Twitter et insultes, etc. Donc on a ce type de problème-là qui nous arrive, mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi que la première fois que les professeurs vont peut-être trouver des... Moi, je trouve ça quand même assez génial. J'ai fait plein d'essais où je me dis, je travaille avec ChatGPT ou d'autres outils, en disant, est-ce que tu peux produire une séquence de cours organisée en 14 séances portant sur le découpage du programme de telle chose, etc. Et puis j'ai une proposition. Alors je dis pas que je la prendrais pour faire court, mais c'est comme si, dans la solitude du bureau, j'avais un interlocuteur qui est peut-être pas parfait, mais je peux me dire, oh ben non, ça va pas, c'est pas bien. Enfin, ça me propose des plans. Et je pense que pour un élève, ça peut être aussi la même chose. Et il y a quelque chose. Alors donc dans les débats que j'avais animés là au printemps, par exemple Alain Goudet qui chronique les évolutions de l'IA dit, oh ben moi j'ai gagné 50% de temps de rédaction parce que je m'en sers comme un assistant, il me propose un draft et puis je reprends le draft à partir de ça. Il y avait aussi des exemples, par exemple, c'était les élèves des étudiants de Centrale Supélec avec Renaud Monet qui avait travaillé sur une énorme base de cours vidéo dont personne ne fait rien, des cours enregistrés comme il y en a plein dans toutes les bases. Et ils avaient produit un plugin qui permettait, dans une perspective de révision d'examen, d'extraire automatiquement, d'extraire d'une façon qui semblait valable aux différents usagers, les points clés d'un cours, par exemple, pour faciliter des révisions du côté étudiant et pour faciliter finalement des résumés du côté prof et une forme d'indexation de la base. Alors, toutes ces choses-là, c'est tout de même des choses qui nous alertent, où à la fois, peut-être pour la première fois, les profs ont des assistants qu'on leur avait jamais donnés, hein, des sortes de partenaires de conception à voir. Ça peut concerner des collectifs, des disciplines. On peut travailler à plusieurs sur ces questions-là. Les profs aussi. Simplement, tout ça dans une très grande incertitude à partir de quoi on travaille. Alors, je ne sais pas évidemment, on n'est pas là pour représenter la DNE, mais c'est sûr que ça interpelle aussi, ou la DGESCO. Moi, je connais plus les sujets, les débats que j'ai eus, c'était plutôt sur des questions des usages dans des universités supposées autonomes, donc avec moins de mise en ordre collective. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va être une étape où, sur les questions de certification, de validation des examens, d'outils qu'on va préconiser ou pas. Par exemple, en entreprise, j'ai regardé aussi cette situation-là, comment en ce moment les entreprises de
conseil se situe pour aider les entreprises qui sont tout aussi désemparées que l'institution éducative. Il y a cette question du risque de la fuite des données, de quelqu'un qui interroge de façon privée en se servant de ses données professionnelles, puis qui va aller travailler avec un assistant, puis qui va finalement organiser sans le savoir une fuite de données qui peut être importante. Alors, ils se mettent très très vite en ordre de marche pour préconiser des outils, en interdire d'autres et avoir éventuellement des usages spécifiques. Voilà. Donc tout ça, ça interpelle quand même assez fortement les institutions, à la fois en termes de potentialité et en termes d'alerte. Voilà. Donc je pense que... Oui, donc en préparant un peu cette discussion, j'avais cherché des articles de recherche ou autres qui donnaient des exemples de à quoi pourraient servir les IA génératives pour l'enseignement. Donc en fait, on voit beaucoup d'espoir. Alors c'est difficile de dire quand ça fait un moment que j'ai plus enseigné et ça fait encore plus longtemps que j'ai pas été élève. Donc c'est difficile de dire à quel point ces espoirs sont intéressants ou pas pour votre communauté. Mais en fait, l'idée c'est comme on peut générer du texte, des images, des sons, des vidéos. Tous les usages qui sont imaginés de ces systèmes reviennent de toute façon à cette question de générer quelque chose. Donc ça peut être générer des suggestions de correction au moment où un élève est en train de produire quelque chose, donc il est en train d'écrire quelque chose et le système va lui suggérer des changements dans ce qu'il est en train d'écrire. Ça peut être générer des questions en lien avec un texte qu'on voudrait faire lire aux élèves, par exemple. Donc ça, vous allez dire, ça pourrait être le travail de l'enseignant. Oui, mais ça peut être intéressant de voir aussi ce que le système est capable de générer comme question sur le texte. Le système peut aussi générer des résumés de texte, ou au contraire, une explication détaillée ou un récit détaillé à partir d'un résumé. Donc faire travailler les élèves sur des résumés ou des discussions plus longues. Le système peut proposer des choses qu'on peut ensuite discuter. On voit aussi l'idée qu'on peut faire générer des choses dans différents styles, donc prendre un même point de départ et demander à l'IA générative de générer différentes variantes, donc des textes suivants à la manière de, je sais pas quoi, Rimbaud, à la manière de Molière, à la manière de... et donc se servir ensuite de ça, encore une fois, pour faire travailler les élèves. Ça peut être aussi demander au système de générer des explications détaillées de résolution de problèmes, donc sachant que l'enseignant dirait le problème c'est ça, la solution c'est ça, maintenant fais-moi le déroulé de tout ce qu'il faut pour passer du problème à la solution. Donc on est sur des exemples où il y a l'idée que l'IA pourrait à la fois, de temps en temps aider les élèves, de temps en temps aider les enseignants. Donc derrière, il y a aussi éventuellement l'idée que ça pourrait aider à corriger des choses. Et puis, un des principaux espoirs, c'est l'idée d'arriver à personnaliser, donc par exemple, personnaliser des séquences d'exercices, ce qu'on fait déjà, en fait, avant même l'IA générative, il y a eu des travaux dans ce sens, y compris chez INRIA, et qui ont ensuite été déployés à grande échelle avec Evidence B et puis d'autres partenaires et le ministère de l'Éducation nationale. Mais là, ce qui change avec les IA génératives, c'est que ce qu'on savait faire il y a quelques années, qui était recommander quel est le prochain exercice, là, on peut générer les exercices. Et donc, ça porte la chose encore à un niveau supplémentaire. Alors, tout ça, c'est des espoirs. Après, j'avais une discussion intéressante ce matin avec un collègue sur est-ce que c'est des espoirs ou est-ce que c'est des opportunités. Donc moi j'ai l'impression qu'on a encore assez peu de recul, donc c'est des espoirs. On voit il y a des expérimentations à droite à gauche, mais c'est pas forcément des choses qui ont été déployées de manière importante pour l'instant. Donc c'est pas facile d'avoir des certitudes sur ce qui marche ou ce qui marche pas. Et puis même si ça marche, il faut regarder si par hasard le fait de déployer ce genre de choses va pas casser d'autres choses qui fonctionnaient bien avant. Donc il y a quand même pas mal d'étapes encore à avoir en tête. Et puis je pense qu'il faut aussi parler des problèmes qui sont posés par ce genre de système ou des risques. Donc, j'expliquais tout à l'heure que c'est des systèmes qui sont entraînés sur des grands corpus de données, mais en fait, quand on récupère un modèle entraîné de quelqu'un, on ne sait pas sur quoi il a été entraîné. Et comme on ne sait pas sur quoi il a été entraîné, on ne peut pas préjuger facilement de ce qu'il va être capable de générer. Et donc, évidemment, que si le générateur de texte est entraîné, comme tu le disais, sur un corpus de texte qui date d'il y a un certain temps et dans lequel la culture principale du moment de cet endroit-là n'était pas en phase avec notre culture à nous d'aujourd'hui, forcément, ça va générer des choses
qui ne correspondent pas à nos valeurs, à notre culture ou à ce qu'on sait aujourd'hui sur l'état du monde, de l'univers, etc. Donc si j'utilise un système pour enseigner la biologie ou l'histoire et que le système est entraîné sur un corpus qui considère que la théorie de l'évolution c'est une théorie mais que c'est juste une théorie, bon, ça va générer des contenus qui ne seront pas en phase avec la façon dont on enseigne ce genre de choses chez nous. Donc ça c'est un sujet, mais c'est aussi une opportunité. Donc il y a un enjeu d'arriver à produire des corpus sur lesquels on peut entraîner tous ces systèmes qui correspondent à nos cultures, nos valeurs. Et il y a un de nos chercheurs qui résume ça en disant, en fait, les IA génératives sont des outils de transmission, amplification de culture. Donc transmission au sens, le modèle capture une certaine culture et ensuite la propage. Et comme il va la propager en générant plein de choses, finalement ça va amplifier tout ce qu'on a mis au niveau de l'entraînement. Et donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de biais et on aura du mal à éviter complètement les biais, mais c'est un truc auquel il faut être attentif. Et il ne faut pas non plus trop fantasmer sur la qualité ou la véracité de ce qui est généré. Donc peut-être vous avez entendu une expression qui a été utilisée en 2021 pour décrire tous ces systèmes, qui disait que c'était des perroquets stochastiques, donc au sens, un perroquet peut répéter ce que vous dites, mais il n'a aucune idée de ce qu'il vous dit, d'accord ? Donc là, effectivement, ces IA génératives sont des systèmes qui peuvent, pour ChatGPT, mettons, produire du texte. Ce texte peut avoir du sens, et puis il peut aussi ne pas avoir de sens. Mais comme quand vous allez au bistrot du coin, des fois, ce que disent les gens, ça a beaucoup de sens, puis des fois beaucoup moins, ça dépend des horaires et de ce qu'ils ont pris avant. Et il faut avoir compris ça pour pouvoir bien se servir de ces systèmes. Merci Nicolas. Sophie, tu souhaitais réagir à certaines questions qui t'interpellaient. Oui, je proposais un petit intermède parce qu'en voyant les questions défiler, là, j'ai attrapé 3 petites questions auxquelles j'aimerais bien répondre. Enfin, questions ou affirmations, pas ou propositions. Il y a une phrase qui disait l'IA peut sembler plus transversale parce qu'un humain s'ancre sur son expertise et sur son champ de connaissances. Alors on peut retourner la proposition en disant que si vous fabriquez un système de reconnaissance de chat ou de reconnaissance de hamster ou de lapin, parce que ça semblait être plus dans les préoccupations de la salle, il sera monofonctionnel, il saura seulement reconnaître les hamsters. Si vous faites autre chose, il faudra tout recommencer. Tandis qu'un humain, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Nicolas, il va avoir une appréciation globale de la situation. C'est Daniel Handler qui disait que dans le livre qu'il a écrit sur intelligence humaine, intelligence artificielle, il explique le piège que ça a été de se situer par rapport à une idée d'intelligence qui déjà, dans la culture anthropocentrée, est déjà extrêmement normative, extrêmement mal définie, et que du coup on cantonne l'intelligence à une sorte de rivalité sur des capacités de résolution de problèmes monosémiques en quelque sorte, alors que le véritable enjeu c'est l'appréciation d'une situation. Alors par exemple, pour fabriquer un reconnaisseur de chat, il faut, je crois, 100 000 images de chat. Pour un enfant, il faut qu'il ait vu 2 chats dans sa vie et il sait reconnaître un chat. Alors si c'est seulement... Donc du coup, l'humain n'est pas forcément si centré sur ses expertises que ça, parce qu'il a un atout puissant qui est la capacité à interpréter des situations, à créer des analogies. Et il y a aussi un autre exemple, c'est la voiture automatisée, la Tesla qui s'arrête s'il y a sur le bord de la route un homme qui porte un panneau stop, la Tesla ne peut plus avancer. Alors qu'un humain se dira simplement, mais c'est qui ce crétin qui porte un panneau stop et qui marche le long de la route? Voilà, c'est un exemple type. Bon, ça, c'était la première question qui m'excitait un petit peu, qui m'amusait. Sur la question de la rapidité colossale des évolutions de performance, la rapidité de ChatGPT, oui, c'est une difficulté parce que si on dit à un professeur tu peux plus évaluer ces choses-là parce que ChatGPT t'a court-circuité et la réponse est tellement facile à trouver que tu n'évalues absolument aucune compétence. Or, maintenant, on ne peut plus évaluer des connaissances plates, il faut évaluer des connaissances. Mais si chaque fois la performance augmente et que c'est une sorte de course à l'échalote où il faudrait aller plus vite, on sait très bien qu'on n'est jamais allé plus vite qu'Excel pour calculer, donc il faut il ne faut pas se mettre dans la compétition, il faut décaler les enjeux, quoi. C'est autre chose. Ce qui est intéressant parce que ça nous oblige, enseignants, à nous repositionner sur des questions puissantes de compétences du 21e siècle, enfin pas celles forcément du Boston Consulting Group, mais
des véritables compétences humaines intéressant les besoins humains, les besoins sociaux, les besoins d'une planète en difficulté. Il y avait une troisième question qui m'intéressait bien, c'est sur la question de la régulation, qui prend la suite aussi des visions du monde dont parlait Nicolas. Si on travaille, alors vous avez vu les appels à la régulation qui sont portés par les industriels qui eux-mêmes sont les plus producteurs de machines fermées et de bases de données inconnues et impossibles à évaluer. Va se poser quand même la question à partir de quelle base on travaille dans des environnements éducatifs et sur des questions de régulation. Si on imagine qu'il y a une vision du monde qui est portée par les bases à partir desquelles les plugins ou les automates dont on parle fonctionnent, ça peut être un problème très sérieux. Et défendre une vision du monde dans l'éducation, savoir à partir de quelle base on travaille, éventuellement construire et préconiser des bases de vision qui portent des valeurs, disons, européennes à partir des 27 langues de la communauté européenne ou autre, ça pourrait bien avoir du sens. Et quand on sait, par exemple, je crois que Google Bard travaille, par exemple, avec comme première base les bases de données des brevets Google, par exemple. Ça donne aussi des idées sur le type de savoir qui sont comme ça véhiculés. Bon. Mais là, je pense que mes collègues sont plus compétents que moi pour continuer la discussion sur d'éventuels LLM certifiés. Je ne sais pas si... On parlait de régulation à l'instant. Peut-être question qui est aussi posée par la salle et qui est aussi en creux dans ce que vous avez dit. Finalement, tout à l'heure, il y avait une question qui parlait de comité d'éthique, une autre qui parlait des questions liées aux données à la manière dont les données sont appropriées et du respect finalement de la vie privée, des enjeux liés à ces sujets-là. Je pense qu'on est face à une question politique aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on dit on a besoin de valeurs qui correspondent, qui définit ces valeurs, qui décide comment on fait pour finalement opérer cette révolution éthique dans l'intelligence artificielle. Oui, alors sur l'éthique, déjà il y a un comité d'éthique de l'éducation. Il y a aussi il y avait un comité pilote d'éthique du numérique dont il a été annoncé il n'y a pas longtemps qu'il allait être pérennisé et transformé en comité d'éthique, de plein exercice, etc. Donc il y a des comités d'éthique. J'ai même envie de dire, c'est pas ça qui manque dans le numérique à différents endroits. Dans différents secteurs. Donc il y a des gens qui réfléchissent à ça. C'est important parce que, juste pour revenir sur tsunami, c'est un mot que j'aime bien, mais c'est un mot que j'aime pas. C'est-à-dire que tsunami, c'est un phénomène naturel. Le numérique, c'est pas du tout un phénomène naturel, c'est une construction humaine. Donc un tsunami ou des inondations dans le Pas-de-Calais, on n'y peut pas grand-chose. Là, l'IA, ça a été inventé par des humains, c'est fabriqué par des humains. Donc il faut plutôt voir ça comme quelque chose dont on aimerait prendre le contrôle, mais il ne faut pas voir ça dans un sens très contrôle très fort. C'est juste, est-ce que le truc va dans la direction qui nous convient? Et si ce n'est pas le cas, comme c'est une création humaine, on devrait trouver collectivement dans la durée les moyens de l'orienter là où on aimerait que ça aille. Là où sur un tsunami, je ne vois pas comment on va arriver à rediriger un tsunami ou un tremblement de terre, ou même les feux de forêt, on a du mal. Donc l'analogie, elle est intéressante, mais en même temps, elle montre ses limites, et surtout, pour moi, elle est pas bonne, parce qu'elle laisse entendre qu'on n'a pas de prise. C'est comme quand on dit on est en retard, ou il y a le grand tournant de l'IA générative, il ne faut pas rater le virage, il ne faut pas rater le train. Non, tout ça, ça laisse entendre qu'il y a un truc qui se fait indépendamment de nous, et il ne faut pas qu'on le rate, et il faut qu'on... Je pense qu'il faut que tout le monde comprenne que non, il faut prendre notre destin en main, et on peut, c'est une construction humaine. Et donc sur la régulation, à la fois je pense qu'il est vain de vouloir interdire ce genre de bidule, et il est vain aussi d'espérer détecter quand ils sont utilisés. Par exemple, je vous mets au défi d'arriver à me prouver qu'un truc a été écrit par un humain. Ça va être tout aussi difficile de prouver que quelque chose a été écrit par un humain que de prouver qu'il a été écrit par une machine. Donc je pense qu'il faut intégrer ça, accepter que c'est comme ça. Et après, ça ne veut pas dire qu'on s'en sert forcément. Et ça veut dire qu'il faut s'en servir en connaissance de cause. Et donc là, il y a tout un travail à faire. Sur les données, j'ai vu quelqu'un qui mettait un commentaire sur les données personnelles.
Donc le problème des corpus d'entraînement sur lesquels on n'a pas de maîtrise, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Le problème des corpus qu'on crée nous-mêmes, c'est qu'éventuellement, ils peuvent révéler beaucoup de nous-mêmes. Moi, je connais une grosse entreprise du numérique qui n'est pas européenne, qui a entraîné un modèle sur leur production interne et qui hésite beaucoup à le rendre public parce qu'ils ont peur de ce que ce modèle pourrait révéler de choses qui sont très internes à l'entreprise. Et ça aussi, c'est une crainte potentiellement, peut-être que si je demande à ChatGPT ou à un autre système le numéro de téléphone de Sophie, je vais l'avoir. Parce qu'on ne sait pas trop sur quoi ça a été entraîné. Alors, comme le mien est sur ma page web, il est probable, non, parce que ChatGPT ne me connaît pas, mais il pourrait très bien vous donner mon numéro de téléphone. Alors, s'il est sur ma page web, on va dire que je ne peux pas me plaindre. Mais s'il est dans d'autres documents qui ont été, sur lesquels le système a été entraîné sans que je sois forcément au courant, ça peut devenir problématique. Donc, à nouveau, cette question de sur quoi les systèmes sont entraînés et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur ce que ça génère, c'est un point important. Margarida. Oui, dans ce sens-là, je pense qu'il faut maîtriser les traces qui sont laissées dans les numériques, donc dans les numériques éducatifs spécialement, car ce sont ce type de données en éducation également qui à la fois sont un corpus d'opportunités pour comprendre, analyser et agir, mais qui à la fois sont aussi un enjeu de souveraineté et sont un enjeu de protection des données des élèves et des enseignants. Donc je pense que sur ça, il faut avoir une agentivité de l'ensemble des acteurs éducatifs pour s'approprier. Mais je pense que les kilomètres zéro de la décision éducative, ça reste la classe, les enseignants. Et pour ça, il faut que les enseignants ils aient une acculturation à l'IA de base. Ça, côté INSPE Nice, ça s'est fait. On a ici aussi Didier Morin, Laurent Isère et d'autres collègues donc, à l'INSPE Nice qui agissent dans ce sens-là avec des collègues de Terra Numérica et la Maison de l'intelligence artificielle à Biot. Et je pense que quand les enseignants ont la base de... Voilà, en fait, finalement, c'est juste qu'est-ce qu'elle a donné, comment on traite des données, comment ces algorithmes moulinent la donnée, comment on peut démystifier ça et comment on peut par la suite décider qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas, quels sont les éléments sur lesquels on va essayer de relever les niveaux aussi de l'éthique et de la conscience du plagiat, la conscience de l'originalité chez les élèves. Et je pense que c'est un aspect super important parce qu'on ne peut pas interdire l'usage de certains outils, mais on peut essayer de former à la propriété intellectuelle, à la qualité des ressources, au respect des sources. Et ça, c'est un élément très important d'éducation aux médias qui doit se faire aux écoles. Et dernier élément, une petite anecdote. Dans notre master, on faisait déjà en fait, pour sélectionner les étudiants, on faisait déjà une entrevue en vidéoconférence. Ça nous servait un peu à voir un peu les ressentis de la personne. Est-ce que la personne a assez d'autonomie? Est-ce que la personne a un projet, etc. Parce qu'on veut des personnes qui puissent devenir des bons professionnels du numérique éducatif. Maintenant, c'est essentiel. Avant, c'était un petit plus. Maintenant, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que avec les outils existants, notamment d'IA générative, les lettres de recommandation, elles sont magnifiques. Donc, on ne peut plus discriminer la qualité au fait, et les décrets avec lesquels des étudiants peu sensibles à ces enjeux éthiques ont pu utiliser ça pour améliorer d'une manière non correspondante à leurs compétences. Et donc, les lettres de motivation ne nous servent plus du tout. Il faut vraiment faire un entretien, poser des questions. On est vraiment dans une approche par compétence, évaluation par compétence, dans lesquelles on ne dit pas à la personne quelles sont les questions qu'on va poser. On pose des questions très différentes d'un entretien à un autre pour qu'ils ne puissent pas avoir une transmission, qu'ils ne puissent pas avoir un template ou un gabarit des questionnements d'un étudiant à un autre. Donc, ça nous demande, en tant qu'équipe pédagogique, d'être certain, d'être nous un peu 3 pas en avance de ce qui pourrait être identifié et automatisé pour arriver à évaluer la qualité potentielle d'un candidat au master. Donc voilà, finalement, ça nous rajoute du boulot.
Je rigole, mais ce n'est pas une blague. Je pense qu'au fait, beaucoup de choses, ça va nous demander que des éléments qu'avant on pouvait évaluer avec une certaine fiabilité, aujourd'hui, on va devoir revenir à des évaluations peut-être un peu plus coûteuses en temps pour s'assurer de quels sont les décrets des productions personnelles des étudiants. Nicolas, si je te dis 06 80 56 10 47, oui, c'est toi. C'est moi. Mais la recherche a été effectuée. On a le mail, on a le 05 aussi. Oui, mais ça, c'est pas dur à trouver. C'est ChatGPT. Mais en termes, donc, on a donné des exemples, et quand je donne des exemples, ça ne veut pas dire que j'y crois forcément. Hein. Enfin, je m'interroge comme tout le monde sur est-ce que vraiment ça va permettre de faire tout ça ou pas. Mais donc des exemples de comment ça peut changer la façon dont on enseigne, la façon dont on apprend. Ça change aussi probablement ce qu'il faut enseigner par ailleurs. C'est-à-dire que depuis longtemps à l'école, on essaye d'inculquer l'esprit critique, mais là c'est plus que l'esprit critique. Il faut aussi de la curiosité, il faut aller probablement vers de la métacognition. Donc qu'est-ce que les apprenants peuvent savoir ou comprendre sur la manière dont ils apprennent. Et puis il y a un autre truc que j'aime bien, sur lequel a écrit une de nos équipes là, récemment, c'est l'humilité intellectuelle, c'est-à-dire le fait d'accepter que malgré tout ce que je sais ou que je crois savoir, il faut être dans le doute en permanence. Et face à ces systèmes-là, je pense que c'est particulièrement important de ne pas prendre pour argent comptant ce que ça nous donne, de se questionner, donc ça c'est plutôt l'esprit critique. Et même si on pense que ce qu'on nous donne est intéressant, est bon, est vrai, ou je ne sais pas quoi, d'aller chercher pourquoi c'est vrai. Donc si le texte qui est généré par ChatGPT ou autre chose me paraît intéressant, pourquoi il l'a généré comme il l'a généré, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, et cette posture de doute, elle est importante, et je ne suis pas sûr que ça soit la chose la plus facile à apprendre ou à enseigner en fait. Bon. Alors on a beaucoup de questions. Peut-être, Sophie, tu voulais réagir sur une ou deux encore, puis j'en poserai une aussi. Oui, j'aime bien évidemment ce dialogue qui accompagne, là, qui ponctue. Oui, il y a eu on s'est moqué de moi sur mon exemple de chat de reconnaissance de chat avec deux chats, en disant oui, mais cette même petite fille qui a besoin que de 2 chats pour identifier la catégorie chat, elle ne va pas diagnostiquer un cancer qui sera lisible par une IA au travers de milliers d'images. Oui, mais ChatGPT non plus, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ouais. Il y a un exemple assez tragicomique. On laisse peut-être Sophie finir. Ouais. Non, tu peux y aller parce que je te rends la parole. Non, parce que, ok, pardon. Sur une tâche, il y a quelques années, sur une tâche où des gens essayaient d'entraîner un truc à base d'IA à détecter des problèmes de type cancer de la peau, et où le système avait des résultats phénoménaux, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas compliqué, c'était que dans les images, c'était des vraies images de patients sur lesquelles les tumeurs étaient entourées d'un cercle rouge fait par le médecin. Non, mais c'est une vraie histoire, quoi. Et où à la fin, le système ne reconnaissait pas les tumeurs, il reconnaissait les cercles rouges faits autour des tumeurs, d'accord. Donc je reviens sur ce que je disais tout au début, c'est de la régularité statistique. Donc le truc, la plupart du temps, en tout cas aujourd'hui, mais ça c'est une question intéressante sur qu'est-ce que ça peut donner dans le futur. Aujourd'hui, ces systèmes n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Quand vous leur dites « génère-moi une photo du pape en doudoune », le truc ne sait pas ce que c'est qu'un pape, ne sait pas ce que c'est qu'une doudoune, d'accord ? Bon, et nous, on voit le résultat et on dit « ah oui, je vois un pape et il porte une doudoune blanche », d'accord ? Mais c'est nous qui faisons l'interprétation, c'est nous qui projetons dans le système et dans la production plein de trucs que le système lui-même n'a jamais vus, d'accord ? Bah oui, on ne comprend toujours pas ce que c'est qu'une machine et on est très anthropocentré et on les rend très magiques. Voilà, c'est en même temps c'est beaucoup d'amour qui est dispersé comme ça vers les plugins. Mais y a beaucoup de choses vraiment intéressantes qui ont été dites dans les contributions sur les compétences, avec des propositions sur les nouvelles compétences. Et effectivement, vous rendez assez saillantes des compétences de médiation, d'arbitrage. Et c'est vrai que peut-être la compétence de demain, ce sera de faire travailler des humains et non-humains entre eux et de pouvoir organiser des coopérations dans
dans des situations extrêmement multidisciplinaires. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a un enjeu de formation qui n'est pas simplement la formation de formateurs, la sensibilisation à ces outils, à ces définitions, aux limites et aux potentialités, mais c'est aussi effectivement l'impact sur tous les métiers, dans tous les domaines de savoir. Et donc, ça ouvre une sorte de boulevard, hein, si on sait s'en saisir, à de la formation continue, à repenser la formation. Il y a un énorme effort de la politique publique qui finance, par le biais de l'appel à projet, de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, énormément de formation en IA ou à l'IA, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Peut-être qu'on pourrait faire mieux sur justement des formations plus insérées, hybridées, comme aime bien dire aussi le SGPI, à des métiers, à des formations professionnelles, et pas simplement des spécialistes d'IA qui sont formés loin de tous les domaines, voilà ça. Et puis aussi dans la politique publique, il y a la volonté de dégager des leaders mondiaux avec des centres de recherche, des clusters IA, comme il y en a à l'Institut Prairie, à Grenoble, à Toulouse, à Sophia Antipolis, et puis on veut en faire émerger aussi d'autres. Il y a ces politiques massives qui montrent à quel point c'est un souci social, civilisationnel, industriel pour le futur. Mais d'un autre côté, ça a été dit aussi par Margarita et par Nicolas, la question c'est comment nous on prend ça en main. Et je trouve qu'il y a un outil qui est porté justement en ce moment par le ministère, qui est la question des communs. Et on pourrait peut-être faire de ce sujet un commun, organiser, comme il y a une gouvernance des communs, organiser des groupes d'intérêt. Je pense à l'exemple qui est développé en ce moment, le studio des communs du campus cyber, que je trouve vraiment intéressant, où des communautés qui sont supposées être compétitives, vouloir gagner des marchés industriels, se sont en fait mises ensemble en disant on s'en sortira pas si on ne sort pas des guidelines, des prototypages, des bonnes conduites en matière de cybersécurité. Nous aussi, dans l'éducation, vu le rôle leader extrêmement visible qu'on a dans la nature particulière de ces questions d'apprentissage, de langage, d'aspects d'automatisation, de choses qui pourtant pour nous signalaient ce qu'était un individu singulier, etc. Peut-être que constituer des communautés d'intérêt autour des questions de la pédagogie, du droit, de la régulation, des potentialités qui s'ouvrent, des compétences de demain, des stratégies de formation continue, de la diffusion d'un modèle de vision du monde qu'on veut préserver, etc. C'est peut-être des sujets dont les collectifs pédagogiques régionaux, nationaux pourraient s'emparer pour organiser une gouvernance d'un projet IA éducatif qui serait de l'ordre d'un commun. Moi, ça me... et justement, mettant à l'œuvre des grands principes pour une politique de formation tout au long de la vie, de résistance, de reprise. Voilà, je ne veux pas répéter la même chose. Eh bien, continuons peut-être ce fil un petit peu tracé par Sophie, un peu prospectif, sur cette question IA et école. Non, c'est parce que c'est à vous après, si vous n'entendez pas ma question. Donc le fil un peu prospectif, Margarita, qu'est-ce que l'école, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IA dans l'école et quels sont les chantiers ouverts aujourd'hui pour demain sur l'intelligence artificielle? Donc justement, on était dissipés avec Nicolas parce qu'il parlait de plusieurs initiatives. Donc il y a justement dans beaucoup de pays européens, se sont lancées des initiatives. Ici en France, il y a un très beau MOOC, Intelligence artificielle avec intelligence, avec humour aussi. Il est génial. Bon, je trouve que c'est une belle ressource pour que l'ensemble des enseignants, même des parents, certains élèves puissent s'acculturer aux fondamentaux de l'IA, mais il y a également des projets européens comme AI for Teachers, qui est en cours d'être finalisé, qui est aussi une initiative pour développer ces ressources ouvertes. Et je dirais, en fait, les DRAN aussi dans chaque académie, il y a des experts géniaux dans différents endroits, dans différents coins de France, qui sont en train de former des enseignants, de faire des activités. Je vous inviterai également, il y a Terra Numerica à Sophia Antipolis, qui regroupe plusieurs initiatives, et il y a également la Maison de l'intelligence artificielle. Ce sont des lieux où des classes, des enseignants, même monsieur, madame, tout le monde, dans les fêtes des sciences et d'autres activités peuvent venir s'acculturer. Et je pense que c'est un cheminement collectif, mais c'est très important que chacun des enseignants se sente assez accompagné, sécurisé pour se dire
Oui, en fait, on n'est pas des experts en IA, mais on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui nous intéresse d'intégrer ou pas dans la classe. On doit se poser la question de comment on veut agir sur ce système-là et faire des groupes de pression. Il y a eu en Espagne un cas de deepfake sur des élèves filles avec des images pornographiques. Au fait, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est pas les ministères qui s'est bougé. Il y a eu un groupe de mamans tigresses qui s'est dit mais nous, on ne laisse plus jamais faire ça. Et sont allés faire une action auprès de la compagnie qui éditait ces logiciels-là. Donc à un moment donné, en fait, même si vous êtes juste un parent qui n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il y a, vous pouvez décider que non, ça ne nous convient pas, et on doit agir et on doit réguler. Ces mamans, elles sont en train de changer des choses. Donc voilà, il ne suffit pas d'avoir une expertise en IA pour également réfléchir à quels sont les usages en éducation ou en société qu'en tant que citoyen, on accepte ou on n'accepte pas. Donc je pense qu'il y a cet appel à être acteur, chacun d'entre nous, et pas se dire que ça ne nous concerne pas. Merci beaucoup. Nicolas, sur cette question prospective. Oui, alors différentes choses. D'abord pour dire que dans la démarche vers les communs, donc moi j'ai l'impression qu'il y a déjà des choses en route. Donc Margarida a parlé de différentes choses, le MOOC intelligence artificielle avec intelligence, AI40 qui est destiné spécifiquement aux enseignants. Donc AI40 c'est l'IA pour et par les enseignants. Et donc on a à la fois des gens qui produisent, mettons, des séries de vidéos sur ChatGPT, comme on a fait récemment, destinées à un large public, et dont s'empare ensuite, typiquement, l'éducation nationale, la DNE, Canopé et d'autres, pour ensuite les rediriger vers les enseignants ou les élèves. Et puis de temps en temps, des actions spécifiques vers ces publics-là, et je trouve que c'est très bien. Et peut-être il y a encore un peu de travail à faire, juste, ne serait-ce que pour recenser les différentes choses qui sont faites, mais ça va dans la bonne direction. Après, en termes de prospective, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est, comme dirait Philippe Catherine, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche ? Alors des bisous, oui, mais pas que. Donc le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir avec tout ça, que ce soit l'IA générative ou pas. Donc l'IA générative, l'IA, le numérique, et même sans numérique. La question, c'est quel est le système éducatif qu'on veut demain ? Et en quoi le numérique peut aider, en quoi l'IA, qui est un morceau spécial du numérique, peut aider, en quoi les IA génératives, qui sont encore un sous-ensemble, peuvent aider. Et de mon point de vue, si la réponse est les IA génératives ne peuvent pas aider, ben, c'est pas grave. Si la réponse est l'IA ne peut pas aider, ben, c'est pas grave non plus. Même si la réponse est mais le numérique n'est pas forcément le meilleur outil dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas grave. Le sujet, c'est de se poser la question de vers quoi on veut aller. Et c'est pas facile d'organiser des discussions qui embarquent le numérique sur ce thème-là, parce qu'on est pris sans arrêt dans le tsunami dont on parlait tout à l'heure. Il y a un an, on aurait pu faire la même table ronde. Enfin, d'ailleurs, on a fait, pas moi, mais il y avait une table ronde un peu du même genre sur les métavers, même si le mot n'était pas forcément dans le titre. Donc l'an prochain, peut-être, il y aura à nouveau une table ronde sur le grand décryptage de je ne sais pas quoi. Et donc, comme on est sans arrêt confronté comme ça à des vagues successives de nouveaux espoirs et de nouvelles technos, on est beaucoup dans la réaction. On est dans la réaction à des choses qui arrivent de l'extérieur. Et peut-être il faut juste, à un moment donné, se recentrer sur mais qu'est-ce qu'on veut ? Enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Vous, cadre de l'éducation nationale, ou vous, enseignants, vous, élèves, vous, parents. Et ensuite, partir de ce qu'on veut et aller chercher les technos qui sont à disposition. Et donc j'en profite pour citer, comme je le fais souvent, Philippe Giraudot, je ne sais pas s'il est dans la salle, je l'ai croisé tout à l'heure, qui est quelqu'un qui avait fait sa thèse chez nous, qui a créé ensuite une start-up pour poursuivre ce qu'il avait fait dans le cadre de sa thèse, qui était un système à base de réalité augmentée utilisé dans les écoles, et qui un jour m'a dit, mais non, mais ce qu'on doit faire, c'est pas essayer de faire l'école d'aujourd'hui avec les technos d'aujourd'hui, c'est réfléchir à l'école qu'on veut demain et fabriquer les technos dont on a besoin pour faire l'école qu'on veut demain. Et ça, pour ça, il faut aussi arriver à bien connecter le monde de la recherche, que là je représente avec mes collègues enseignants-chercheuses, le monde de la recherche, les EdTech et autres entreprises qui, elles, sont en capacité de produire des choses, et puis les gens à qui c'est destiné.
Parce que si on continue juste de prendre les dernières technos à la mode et puis de les jeter au milieu de l'école et de regarder si ça marche, on peut essayer comme ça encore pendant très longtemps un paquet de trucs. Et peut-être que ce qu'on essaye juste correspond pas aux réels besoins d'aujourd'hui ou de demain. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, en tout cas, pour votre présence à cette table ronde. Merci pour votre écoute et votre participation, et bonne continuation sur Educatech. Merci.